bienvenue dans la Libre Antenne. Vous le savez, dans cette émission, on s'autorise à parler de soi, on se confie au cœur de la nuit. Et c'est un joli moment où on lâche un peu de cette performance qui nous étreint et nous demande d'être toujours au top. L'époque est difficile. Avez-vous remarqué à quel point on se doit tous aujourd'hui de tout réussir, de tout faire bien, que ce soit au travail où il est continuellement question de performance ou dans un registre plus personnel où on se doit désormais d'assurer sa santé, sa beauté, gérer ses émotions par tous les temps, réussir son couple et même ses enfants. Cette quête perpétuelle de performance nous rend souvent très malheureux avec cette sensation de ne jamais bien faire, pire, de rater sa vie. L'importance donnée au regard extérieur, à l'appréciation des autres, à leur jugement, à leurs critiques, empêche de se constituer un regard intérieur bienveillant et encourageant, propice au développement d'une réelle confiance en soi. Une colère contre nous-mêmes finit par nous habiter parce que nous n'arrivons pas à ressembler à la belle image que nous renvoient les médias ou à faire aussi bien que son voisin. Accepter son imperfection, c'est un pas vers le bonheur. C'est important de se dire que nous ne sommes ni si parfaits, ni tout puissants. Il est essentiel pour créer un vivre ensemble, de dépasser le jeu du fort et du faible pour se rencontrer sur un même terrain. Celui où chacun, à sa manière, souffre d'être fragile et mortel, mais accepte ensemble ce même destin. Alors, dans cette libre antenne, bienvenue à vos fragilités. Ici, nous les partageons. Quentin et Corentin sont là pour accueillir vos appels au 39 21 et c'est Romain Diomède qui réalise cette émission. Vous pouvez aussi réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21, commençant votre texto par le mot nuit écrit en majuscule ou envoyer un mail sur le site europe1.fr. Allez, 39 21, j'attends vos appels. Bonsoir Mathéo. Oui, bonsoir Sophie. Bienvenue dans la Libre Antenne. Merci beaucoup de me recevoir sur l'antenne d'Europe 1. Tout d'abord, je souhaiterais vous féliciter pour votre émission et puis votre bienveillance. L'émission me fait beaucoup de bien et ça, c'est vraiment important. C'est un rendez-vous qui est essentiel pour moi aujourd'hui. Merci Mathéo, merci. Alors justement, vous venez à ce rendez-vous, comme vous dites, avec quelles questions, quels besoins ? Alors en fait, je vous appelle parce que je suis confronté à des difficultés relationnelles avec que ce soit mes amis ou mon conjoint. C'est-à-dire que je me rends compte quand j'ai 27 ans, donc c'est en vieillissant, avec tous les guillemets qui s'imposent, j'ai l'impression de devenir de plus en plus intolérant à la frustration ou à la contrariété. Oui. Si bien que ça me met dans des situations difficiles, c'est-à-dire quand je suis déçu d'un ami ou que je suis contrarié, je vais réagir de manière parfois très très impulsive. Je peux ou bien me renfermer sur moi-même et me couper de la personne, mais pas lui donner d'explication. Oui. Ou alors de réagir de manière complètement disproportionnée sur vraiment des détails, et puis je vais regretter extrêmement rapidement ma réaction. Oui. Mais dans ces moments, je suis vraiment hors de moi et c'est vraiment difficile de redevenir rationnel. C'est vraiment, j'ai besoin de faire l'erreur pour la regretter ensuite. Oui, ça, c'est hors de vous. L'expression est bonne. On sort de soi-même comme si on n'était plus en lien, en fait. C'est ça. Et ça se répète. Et dans ces moments, je suis pas du tout en accord avec moi-même. Je me reconnais pas, mes amis non plus, évidemment. Ça met en difficulté certaines de mes amitiés, ça met parfois en difficulté ma relation amoureuse, parce que parfois trop c'est trop et que parfois je suis vraiment désagréable et Oui. Qu'est-ce qui vous met en colère, Mathéo ? De façon générale, vous voyez ? En général, je dirais c'est quand j'ai le sentiment que la situation m'échappe, en fait, que le comportement d'un de mes proches va m'échapper ou que quelqu'un va faire quelque chose qui va contre mon avis et que ça va valider un petit peu ma crainte du départ. Là, je vais vous donner un exemple qui est tout bête et qui date de ce week-end et c'est tout frais, donc c'est pour ça que je vous appelle, parce que j'étais au restaurant, je dînais avec un ami et puis
je me suis senti un peu malade, un petit état grippal. Oui. Et la veille, mon conjoint m'avait emmené dans sa famille où ils étaient tous malades et où j'ai dit, moi, je refuse vraiment de venir parce que je vais tomber malade, c'est certain, et j'ai un dîner important, donc je peux pas rater ça. Et je me suis senti mal pendant le repas et j'ai pas pu m'empêcher d'écrire immédiatement à mon conjoint, et en étant assez virulent, en disant vraiment, tu vois, tout est de ta faute. Oui. C'est vraiment insupportable, et j'ai dit des mots qui ont vraiment dépassé ma pensée. Et Vous lui en avez voulu du coup. oui, j'ai eu un coup de sang, c'est-à-dire qu'à un moment de la soirée, je me suis senti fiévreux, pas bien du tout, et puis tout de suite, j'ai reporté. Voilà, vous êtes dit, voilà, c'est parce que je suis allée dîner la veille dans sa famille et j'étais sûre de tomber malade. Qu'est-ce qui vous a empêché, Matteo, à ce moment-là, de dire non, c'est-à-dire de ne pas y aller? Parce qu'en fait, dans ce que vous racontez, dans le processus, c'est que comme vous ne vous respectez pas, et comme vous dites, ça valide ma crainte de départ et ça m'échappe, il y a quelque chose au départ qui n'est pas écouté. Et puis que vous laissez filer. Et après, vous dites, j'avais raison, ou ça s'est passé comme ça, et ça vous rend furieux. Et vous êtes tellement furieux, en fait, contre vous-même, mais c'est très douloureux d'être furieux contre soi, qu'il est beaucoup plus facile toujours d'être furieux contre l'autre, ou contre des éléments extérieurs. Parce que c'est douloureux et voire dangereux de retourner la colère contre soi, donc on a tendance à la sortir à l'extérieur, et donc à chercher un coupable, pour pas porter la culpabilité. Mais en fait, dans l'histoire que vous nous racontez, c'est sans doute ça, ce processus à chaque fois, c'est qu'à un moment donné, vous savez pas mettre une limite. C'est ça? Par exemple, qu'est-ce qui vous a empêché de dire non, j'irai pas, j'ai tendance à choper toujours les microbes qui traînent, j'ai un dîner important, je vais rester tranquille. Ça, c'était difficile pour vous? C'est ce que c'est vrai que j'ai difficulté généralement à m'en tenir à ma première idée quand on me. Donc à vous faire confiance. Voilà. À tenir bon, à vous faire confiance. Il y a aussi autre chose et qui peut être corrélé et qui peut aller ensemble. C'est aussi le besoin, parce que vous dites les choses m'échappent à un moment donné. Et vous avez ce besoin de contrôler. On a tous besoin de contrôler certaines choses, mais besoin de contrôler comme un rempart à l'anxiété. Et comme vous voyez que vous ne contrôlez pas, ça devient incontrôlable. Et c'est là où vous passez après dans un comportement hors de vous-même. Il y a quelque chose qui n'a pas été contrôlé en amont par vous. Et c'est tellement angoissant parce que vous vouliez absolument le contrôler. Ça vous aurait fait du bien de le faire. Vous l'avez pas fait, et du coup, ça vous échappe, et vous sortez de vos gonds, ou vous vous renfermez sur vous-même. Oui, sur le moment, je suis dans une colère qui est telle que je peux pas m'en empêcher. C'est vraiment. Et puis quelques minutes après, je regrette à peine le SMS envoyé que je suis vraiment déjà. Décide moi-même, et c'est vrai que. Oui, parce que c'est une décharge. Vous voyez, vous êtes impulsif parce que c'est trop. À un moment donné, tout ça vous envahit. L'émotion est tellement forte que vous avez besoin de décharger ça sur l'autre. Et après, vous dites aïe, 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 mon Dieu. J'ai abîmé la relation, j'ai dit des mots qu'il fallait pas, et vous avez raison. Les mots, ça c'est très très violent. Ça peut. Vous avez raison de vous préoccuper de ce qui vous arrive, parce que vous pouvez effectivement abîmer des liens qui vous sont chers par ce comportement. Autant mon conjoint connaît un peu mon fonctionnement, donc il sait faire la part des choses, et dans ces situations-là, il a une bonne réaction, c'est-à-dire qu'il ne me répond plus. Il attend que l'orage passe. La soirée, il attend que l'orage passe, il se met aux abris. Oui, il dit l'orage va passer. Il va complètement ignorer. Autant mes amis, c'est plus compliqué parce que dans les relations amicales, c'est plus particulier. Et puis, Bien sûr. Et les amis, en général, j'ai la situation inverse, c'est-à-dire que je vais plutôt me renfermer sur moi-même, garder la contrariété pour moi. Et ruminer. Ruminer, couper le contact et ruminer. La personne ne comprend pas bien ce qui s'est passé parce que c'est tellement en détail que. Oui, vous êtes fermé tout d'un coup. Ouais. En fait, ce qui serait important, Matteo, c'est d'essayer petit à petit de faire ce repérage du moment, vous voyez, presque anecdotique, où vous avez lâché quelque chose qui en fait était très important pour vous, et que vous ne vous êtes ni respecté, ni fait entendre, ni. Il y a un moment donné, vous n'avez pas osé vous imposer, et du coup, après, ça part en vrille, et vous vous imposez de trop, soit par le silence, soit par la colère.
Quelque chose. De rien, j'ai envie d'être gentil, j'ai envie de plaire et puis d'être sympa avec tout le monde. Et puis finalement, je suis très désagréable, donc j'ai l'effet inverse. Oui, mais parce qu'en fait, au fond du fond, c'est pas votre nature, parce que votre colère et votre impulsivité parlent d'une blessure. Parce que vous avez été à un moment donné, c'est comme une blessure. Et donc à chaque fois que la blessure elle est touchée, ça part. Donc il y a quelque chose en vous qui est blessé, qui n'ose pas. Alors à la fois qui aurait besoin d'être, ce serait important que vous en preniez soin. Et d'autre part, il me semble très important que vous soyez justement pas à tenter de contrôler, parce que c'est justement votre tentative de contrôle qui vous emmène dans l'incontrôlable, mais plutôt juste dans je ne contrôle pas mais je repère, et au moment où je repère, hop, j'ai comme une petite lumière qui s'allume et qui me dit attention, j'ai un clignotant là, et donc il vient de se passer quelque chose qui pour moi n'est pas ok. Qu'est-ce que je vais en faire? Voyez, c'est toujours précédé de rumination de toute façon, la phase de colère, c'est la rumination, et puis elle se transforme à un moment donné, et là je contrôle vraiment plus rien. Alors, est-ce que, par exemple, si on prend le cas d'une relation avec des amis, quelque chose, vous a contrarié, une énorme contrariété, et vous fermez, vous mettez à ruminer. Est-ce que vous pouvez, au lieu de partir dans la rumination, vous dire qu'est-ce qui me contrarie tout de suite? Ah, tiens, c'est ça qui me contrarie. Bon, qu'est-ce que je peux faire de cette contrariété? C'est-à-dire, quel moyen j'ai de dire que je vis pas bien ça, ou ça me va pas, ou dans ce moment-là, je suis pas bien. Vous voyez, d'essayer de mettre des mots, mais tout de suite dans l'immédiat, justement pas du tout violemment, en disant il vient de se passer quelque chose là, je le vis pas bien, je me sens pas bien, j'ai entendu ça, je comprends pas, je viens d'observer ça, je le prends mal. Vous voyez, d'avouer ce que ça vous fait avant de partir hors de vous-même. C'est le processus inverse, c'est de rentrer en vous-même, de faire lien avec vous, mais tout de suite dans l'immédiat en vous disant mais qu'est-ce qui se passe pour moi là? Pas l'autre. Tant pis ce qu'il a fait, c'est quand cet autre a fait ça ou a dit ça, à moi ça fait quoi? Elle est là la réponse, elle n'est pas chez l'autre. L'autre, vous pouvez ni contrôler l'autre, il y a toujours des choses qui nous contrarient, mais ça parle de nous, ça dit quelque chose de nous. Vous voyez, là je suis sensible, là ça me va pas, oui là ce mot-là, cette mimique-là, peut-être vous êtes un hypersensible, alors vous sentez tout, vous. Oui, je crois que vous avez vraiment parfaitement raison. Là, il y avait une anecdote, une très petite anecdote. Oui, c'était mon meilleur ami, donc c'est vraiment quelqu'un à qui je tiens, et ça fait des années qu'on est extrêmement proches. Il y avait la soirée de mon anniversaire, c'était l'an passé. Donc j'avais fait une grande fête à la maison, et puis il faisait partie des invités sur lesquels je comptais le plus, évidemment, puisque c'est mon meilleur ami. Et je ne l'ai pas senti vraiment présent avec nous. Et il est parti très très tôt dans la soirée, alors que c'est un habitué. En général, il est parmi les derniers à partir, évidemment. Et j'ai été très très contrarié, et je me suis bloqué plusieurs mois sans réussir à lui dire ce qui m'avait ennuyé. Et alors, si maintenant, et comment ça s'est terminé? Enfin, pendant plusieurs mois et après, qu'est-ce qui s'est passé? Après, c'est vrai que je me sens souvent très bête, parce que je me dis mince, je vais pas gâcher une amitié pour ça, mais je me sens tellement bête, ma réaction est tellement bête, parce que je vais supprimer la personne des réseaux sociaux, je vais la bloquer de mon téléphone. Sans lui avoir rien dit. Ouais. Vous n'avez jamais parlé depuis? Si, quelques mois après, on s'est reparlé. Je me suis fait violence, mais j'ai souvent des difficultés à revenir parce que je me sens tellement bête et j'ai tellement de sentiments que j'étais un peu puéril dans le contexte. Vous lui avez dit comment? J'ai du mal à faire machine. Je lui ai dit écoute, je suis vraiment désolé, j'ai réagi comme un idiot. Et j'ai expliqué la situation. Elle m'a dit non, j'étais simplement malade. J'ai voulu faire l'effort de venir pour toi parce que je savais que ça comptait, mais j'étais vraiment HS et oui, c'était un malentendu. Alors qu'effectivement, comme dit un auditeur là qui envoie un message, de s'exprimer dès que quelque chose vous énerve en fait. En tout cas, de dire. Sur le moment, vous auriez pu dire « Oh, tu pars déjà d'habitude, tu pars le dernier. Ça me rend tout triste, c'est ma soirée. » Et là, il vous aurait dit « Tu sais, je me sens pas très bien, donc je rentre. » Vous dites « Ah bah oui, je savais pas. » Et si sur le moment, l'émotion, parce que l'émotion, vous l'avez vécue tout de suite quand vous l'avez vu partir. Vous avez dit il s'en va déjà. Oui. Ouais. Et qu'est-ce qui vous a empêché sur le moment de le dire? Qu'est-ce qui n'était pas légitime? Parce que si vous l'avez pas dit... Oui.
C'est-à-dire qu'on était dans le salon, on était une bonne quinzaine et pour faire bonne figure, j'ai fait comme si ça ne m'atteignait pas, on fait comme une protection. Ouais, pour faire bonne figure, ouais. En fait, comme il n'était pas avec nous dans la soirée, je me suis dit, il s'amuse vraiment pas, il fait pas d'efforts, je vais pas lui montrer que ça m'ennuie. Voilà. D'accord. Tout ça, c'est des petites histoires d'ego. Oui, évidemment. Voilà, c'est encombrant les égos. Mais bon, vous êtes tout jeune, hein. C'est avec l'âge et on le rabote, l'ego. Je plaisante à moitié, mais c'est vrai que et les malentendus partent souvent de ça. Hein. Ça s'appelle ce qui vous arrive de faire des projections. Vous voyez, c'est que vous projetez que un tel un comportement comme ça par rapport à vous et vous fait quelque chose à vous. Et donc, vous en faites une affaire personnelle. S'il part, c'est qu'il s'ennuie à ma soirée. Et donc, je lui parle plus puisque c'était mon ami, mais il s'ennuyait, il part plus. Voilà. Et là, hop, ça part ailleurs. Et lui a peut-être pas osé dire qu'il était malade, a été peut-être aussi dans sa maladresse. Et donc, chacun est enfermé, emmuré dans son truc. Moi, il m'a dit quand quelques semaines après, j'ai vu qu'il m'appelait plus et que j'ai été voir son profil sur les réseaux sociaux et que j'ai vu qu'on n'était plus amis, ça m'a fait un choc. Il m'a dit t'as pas idée à quel point ça m'a choqué. Je me suis demandé mais qu'est-ce qui se passe? Ah oui. Et c'est vrai que c'est assez violent, même si c'est des petits détails, mais c'est vrai que supprimer quelqu'un. Bien sûr, oui. Bien sûr. Ouais. Oui, et voyez tout ça en se disant rien et en se disant tout à la fois. Enfin. Alors que c'est tellement important, parce que la communication, c'est ça, et la communication, pour qu'elle ne soit pas ni violente, ni dans le malentendu, il faut partir de soi. C'est qu'est-ce que ça me fait à moi quand quelque chose se passe. C'est-à-dire, là, tu es en train de partir de ma soirée d'anniversaire, et ben moi, ça me rend triste. Et vous n'êtes pas plus faible pour autant, ou plus vulnérable, au contraire, vous êtes beaucoup plus fort, parce que vous créez du lien. Vous créez de la complicité, vous donnez quelque chose de vous qui permet à l'autre de vous donner en retour. Vous croyez plus fort parce que vous dites rien, mais ça, c'est de la façade. Et ça ne crée pas du lien. Pareil sur le dîner dans la famille de votre ami, vous avez dit, écoute, vraiment, j'aime bien ta famille, j'adore aller avec toi, tu m'excuseras auprès d'eux, je suis vraiment désolée, j'ai un dîner tellement important. Rien qu'à l'idée de penser que je pourrais tomber malade, rien qu'à l'idée, ça me stresse. Donc, je vais pas être bien pendant le déjeuner. Donc, c'est pas la peine que j'y aille. Et demandez-lui s'il est d'accord avec ça. Et peut-être il vous dira, bah oui, écoute, je préfère que tu viennes pas, si c'est pour après me faire la tête pendant 2 jours. Vous voyez, peut-être que c'est ça qu'il va vous dire, tout simplement. Ah, mais c'est moi qui étais malheureux, parce qu'ensuite, le dîner, du coup, j'ai ruminé après mon SMS, il m'a pas répondu quand je l'ai appelé, mais il a bien fait parce que j'étais pas constructif et bien sûr. Et je me blesse plus qu'autre chose, mais je pense que vous avez raison, il faut que j'apprenne à pouvoir dire tranquillement ce que je ressens mais c'est difficile, étrangement c'est difficile. C'est très difficile parce que ça va vous demander de vous autoriser une parole que pour le moment, vous ne vous autorisez pas, comme si vous n'étiez pas légitime, comme si vous n'y aviez pas droit. Vous voyez, les autres ont le droit d'eux, mais vous n'avez pas le droit. Alors vous leur en voulez beaucoup. Parce que se prennent un droit vis-à-vis de vous que vous ne vous donnez pas à vous. Donc votre colère contre eux, c'est de dire t'as empiété sur mon territoire. Mais en fait, vous leur avez laissé d'une certaine manière. Parce que vous n'avez pas pris votre place. Et après, vous êtes fou furieux. Ou très malheureux. C'est ça, oui. Non, exactement. Non, c'est très, très, très juste. Ouais. Alors, ça va être un apprentissage, Mathéo. C'est vrai, vous avez raison quand vous dites, je comprends, mais c'est pas facile. Oui, c'est pas facile parce qu'aujourd'hui, vous êtes ce qu'on appelle dans un mécanisme qui s'est un peu rigidifié parce que c'est votre mécanisme de réaction et qu'il va falloir faire un apprentissage, donc apprendre, faire des nouvelles expériences. Donc, la prochaine fois, vous essayez de repérer, dès que vous sentez que ça monte ou la moindre contrariété, tout de suite, c'est arrêt sur image ou arrêt sur ressenti plutôt, et vous vous dites, bon, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que j'ai vu? Et tout d'un coup, là, dans le salon, au moment de votre anniversaire, il s'en va, il se lève, qu'est-ce que je passe? Mais je suis terriblement contrariée, c'est un de mes meilleurs amis, c'est ma soirée, il s'en va, il faut que je trouve le moyen. Alors, après, c'est trouver dans le moment votre moyen. Ah, tu t'en vas déjà? Ça me rend un peu triste, voilà, Tu peux pas rester, tu as autre chose peut-être. Non, je suis malade. Ah, d'accord. Voilà, tout simple. Aussi simple que ça. Ah oui, évidemment, ça aurait été tellement simple. Et oui, mais c'est souvent très simple.
Oui. Comme dit un Lionel, hein, c'est la cocotte minute. Au lieu de lâcher la pression petit à petit, quand c'est trop, ça explose. C'est tout à fait ça, c'est tout à fait moi. Ouais, et puis Jean-Pierre qui dit attention aux textos qui peuvent entretenir cette impulsivité. Plutôt ne pas écrire et réfléchir parce que les textos, ça peut être dangereux. Alors vous savez ce que vous faites ? Ce que vous faites, Mathéo, vous écrivez le texto, mais vous le mettez dans les brouillons. Ou vous ouvrez, vous savez, une page de notes dans le portable. Et puis, comme si vous alliez envoyer le texto, vous faites une note, vous l'appelez note de colère. Voilà, vous avez une note dans votre portable. Et à chaque fois que vous voulez vous lâcher, vous le faites, mais vous ne l'envoyez pas. Et puis, comme ça, vous allez petit à petit aussi apprivoiser. Donc, vous gardez un certain morceau du processus, mais vous n'allez pas jusqu'au bout. Écrivez-le, le texto, mais ne l'envoyez pas. D'accord. Il y a un auditeur qui dit « J'ai vécu la même chose que Mathéo, mes émotions prenaient le dessus. J'avais des réactions disproportionnées, mon compagnon m'a beaucoup aidé. » Et ce qui serait bien, c'est que, pareil pour les mails, dès que vous avez une contrariété et que vous voulez envoyer quelque chose de violent à quelqu'un, vous le mettez dans les brouillons, vous écrivez tout et vous dormez, vous passez une nuit dessus, vous le relisez le lendemain. Ça peut attendre quelques heures, ça peut attendre une journée. Non, c'est vrai que le côté virtuel parfois peut faire beaucoup de mal alors qu'on a le sentiment que c'est du vent et que ça va s'envoler, mais finalement ça laisse des traces et... Bien sûr. Oui. Et puis même dans vos échanges quand c'est brutal, votre compagnon est attentif, mais à la longue, ces mouvements de colère peuvent créer de l'usure. Et ce serait dommage. C'est pour ça, oui. Oui. C'est tout à fait pour ça que je m'interroge. Oui, les mots, c'est violent et c'est dur. Même s'il a du cœur, il vous aime et qu'il est attentif, compréhensif, qu'il vous connaît. Mais faites attention parce que les mots ça s'ancre et qu'après il risque d'avoir des comportements pour se protéger lui de vos colères. Et donc ça peut créer dans la relation une certaine tension. Exactement. Non, mais c'était pour ça que j'ai voulu vous appeler parce que lui, il me dit qu'il m'en veut plus et qu'il s'est oublié, mais moi je suis encore dessus et je suis encore un peu tremblant de ce que j'ai pu faire. Je me dis mince, je suis capable d'aller très très loin et je le contrôle pas et je peux vraiment abîmer des choses qui me sont très très chères. Oui, exactement. Donc, et vous voyez, abîmer des choses qui vous sont chères, c'est à la fois le soin de vous et le soin de la relation. Mais si vous prenez soin de vous, vous allez voir que vous allez prendre soin de la relation. Parce que là, le travail à faire pour vous, c'est vraiment de prendre soin de vous au moment où ça se passe, de vous respecter dans ce que vous vivez. Oui, vous avez le droit d'être contrarié. Et parce que vous vous êtes pas donné ce droit, à un moment donné, vous explosez après de colère ou vous ruminez de colère et de contrariété parce qu'à un moment donné, vous ne vous êtes pas respecté vous-même, vous ne vous êtes pas écouté à ce moment-là. Alors ça veut pas dire balancer à la figure des autres ce qui vous arrive sur le moment, mais ça veut dire, il se passe ça pour moi et comment je vais le dire ? Je vais le dire en disant tout simplement, voilà ce que je suis en train de vivre. Et j'ai besoin de vous le dire parce que je suis pas bien. Ça me contrarie, des mots tout simples. Non, je vais essayer de mettre ça en application. Ouais, il y a de Lilia qui demande, est-ce que est-ce que la difficulté d'exprimer vos sentiments spontanément ne vient pas de l'habitude de communiquer par mail ou par SMS ? Disons que quand j'ai des choses très très, autant j'adore, mes amis quand ils ont des difficultés, j'aime beaucoup recevoir ce qu'ils ont à me dire, les aider, verbalement et en face à face. Autant quand moi j'ai des difficultés, j'ai plutôt tendance à les écrire parce que j'ai l'impression que je peux contrôler, je peux le formuler comme j'en ai vraiment envie, je peux effacer une ligne si j'ai le sentiment que j'en ai dit trop, en rajouter un peu. Ça me protège un peu et c'est vrai que le côté texte, le rédactionnel en général, c'est mon moyen de prédilection pour dire ce que j'ai sur le cœur. Oui. Et puis en même temps, vous contrôlez pas grand-chose parce que vous lâchez des bombes, quoi. Ah oui, évidemment. Donc vous voyez, parce que vous cherchez à contrôler, vous ne contrôlez plus rien. Plus de contrôle, c'est moins de contrôle au final. Donc ne cherchez pas, c'est parce que vous retenez, parce que quand on contrôle, on retient. Donc comme vous retenez plein de choses à l'intérieur, ça s'accumule. Hein. Je reprends le SMS de l'image de la cocotte minute, et puis à un moment donné, ça explose. Donc ne retenez pas, c'est au moment où ça arrive, accueillez-le. Mais accueillez-le en vous, pour vous. Peut-être vous aurez même pas besoin de le dire.
ou d'en faire partager les autres, ce que vous direz, ah bah oui, que je suis bête là, voilà, bah oui, c'est ça qui me contrarie, oh bon, voilà, bah je verrai ça plus tard. Ou... Et puis c'est rarement des choses graves, parce qu'à chaque fois, voilà, je suis tombé malade, ça se trouve c'est même pas lié à ça, il y a des microbes partout en ce moment. Oui, bien sûr, oui. Mais non, c'était, je me sentais mal lors de ma soirée que j'avais préparée depuis longtemps, et du coup, en plein dîner, voilà, je me suis gâché le dîner, j'ai à peine mangé, j'étais tellement contrarié, et voilà. Et vous étiez... Oui. Et vous pensez que vous étiez aussi contrarié? Vous auriez aimé qu'ils vous disent, votre compagnon, mais reste tranquille et justement, t'as ton dîner demain. Vous auriez aimé qu'ils prennent la décision à votre place? Il sait que j'attrape vite les microbes autour de moi, donc c'est parce qu'il me connaît bien que parfois je me dis mince, il me charge vraiment là. Il a trouvé il savait très bien comment ça allait se passer, et je suis furieux aussi contre moi de ne pas avoir eu l'intelligence de dire écoute non, c'est pas contre toi, mais je préfère rester tranquillement ce soir et être en forme. Je suis à la fois furieux qu'il me l'ait proposé et furieux contre moi d'avoir accepté, et ça accumule, voilà. Oui, vous en voulez à l'un et à l'autre. Voilà, c'est ça. C'est ça. Oui. Écoutez, Matteo, vous allez essayer, voilà, après ce qu'on s'est dit là, de faire cet apprentissage, de faire attention, donc à la fois d'écrire avant dans des notes ou des brouillons ce que vous voulez envoyer de façon impulsive. Donc vous l'écrivez, vous l'envoyez pas tout de suite. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose, d'essayer de repérer au moment où ça se passe pour vous émotionnellement, de voir qu'est-ce que vous allez pouvoir en faire et de faire un choix, de décider, voilà, comment je vais m'y prendre pour gérer ça tout seul. Qu'est-ce que je décide de faire de ce qui m'agite, de ce qui me met pas bien? Qu'est-ce que j'arrive pas à décider pour moi? De quelle façon j'ai besoin de me faire respecter? Voilà, vous allez essayer d'avancer là-dessus. D'accord, très bien avancé. Oui, comme dit un auditeur, oui, peut-être comme beaucoup d'entre nous, vous avez peur de perdre des relations. Oui, c'est vrai, c'est très bien dit, mais en ayant peur de perdre des relations parce qu'on a besoin de dire des choses, alors du coup on se tait, mais on en veut à la terre entière et un jour on explose. Donc on peut se dire les choses. Et après, on apprend à se les dire. Bien sûr qu'on ne peut pas tout dire et tout balancer, mais on apprend. Et la meilleure façon de se dire les choses, c'est de dire, voilà ce qui se passe pour moi, là. L'autre se sent pas accusé, du coup, parce qu'il dit, ah, d'accord, il parle de lui. Donc il parle pas de moi. Donc, à ce moment-là, je peux peut-être le rejoindre, le comprendre. Et là, tout de suite, ça crée du lien. Ah, si lui, il me dit ça, tiens, j'avais pas vu, moi aussi, je vis ça. Tiens, c'est marrant. Moi aussi, je suis pas bien, là. Ou moi aussi, j'ai pas apprécié ça. Ou j'avais pensé qu'il était plutôt dans cette humeur-là. Non, il est pas, il est plutôt comme ça. Enfin, vous voyez, ça ouvre du dialogue. C'est ça la bienveillance, c'est le non-jugement. Je juge pas l'autre, j'attends pas qu'on me juge, je dis ce qui me passe. Et si l'autre vous juge, à ce moment-là, posez-vous des questions sur le type de relation que vous avez avec les personnes. Oui. Je vais vraiment retenir ça précieusement et mettre en application pour que ça se passe mieux, justement, et parce qu'après ces passages, heureusement, c'est pas tous les jours, mais c'est vrai que à chaque fois que je réagis de cette manière, pendant quelques jours, voire une bonne semaine, je m'en veux vraiment et je suis pas bien. Donc, Bien sûr. Oui, mais là, du coup, ça, vous vous en voulez, et du coup, ça vous redonne une forme de... Vous voyez, c'est un cercle vicieux, en fait. C'est un cercle vicieux. Oui. Bon courage à vous, Matteo. Merci et puis, beaucoup. Voilà, j'espère que vous allez pouvoir avancer avec ce qu'on s'est dit. Merci beaucoup. Bon courage. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonsoir Daniel. Oui, bonsoir Sophie, merci de prendre mon appel. Voilà, moi, ce soir, c'est l'histoire d'une prothèse. Normalement, ce sont des vieux genoux, j'ai 74 ans, ils ont fait beaucoup de sport, voilà. Et depuis quelques mois, je commençais vraiment à avoir mal. Et puis, vraiment, en décembre, j'ai eu très, très mal.
Donc, je suis allée me faire des infiltrations qui n'ont servi à rien sur le moment. Du coup, je me suis dit, bon, allez, j'ai plus de cartilage, j'ai plus de recul, je vais voir le chirurgien qui m'a dit, oui, dans 3 mois, parce que vous êtes fait faire des infiltrations, donc il faut attendre 3 mois que tout cela s'élimine. Exactement. Bon. Sur le moment, il m'aurait dit dans 3 semaines, j'y allais en courant, parce que vraiment, j'avais très très mal. Et il se trouve que normalement, dans 10 jours, je vais être opérée. Oui. Et depuis vous avez plus mal. je n'ai plus trop mal. Alors, je sais bien que quand on va chez le médecin, souvent, d'être dans la salle d'attente, on n'a plus mal. Mais là, c'est pas quand même... c'est vrai, je vais à l'aquabike, je fais encore un petit peu de vélo. Oui. Et là, vous avez plus mal. Et j'ai plus mal. Alors, je me dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je repousse? On verra dans 6 mois ou je sais pas quoi. Oui. Parce que je me dis quand même une prothèse, c'est pas rien. Non, c'est pas rien, genou. Et les infiltrations, ça vous avait soulagé? Au début, rien du tout. Oui. Et puis, d'ailleurs, le rhumato qui m'avait fait cela m'avait dit, c'est pas un bon pronostic. Bon, je m'attendais à ce qu'ils me disent, il faudra peut-être penser à une prothèse, etc. Mais bon, puis après, il est parti en vacances. Enfin bon, voilà. Et puis, c'est vrai qu'au mois de février, je commençais à me dire, tiens, c'est marrant, j'ai moins mal. Oui, donc les infiltrations commencent à faire de l'effet, peut-être. Je pense qu'elles ont fait effet à retardement. C'est possible, le genou, c'est un peu particulier. Oui. Et là, je suis en train de me dire, mais qu'est-ce que je fais? Alors, je me dis, je vais téléphoner au chirurgien demain. Je vais lui expliquer. Oui. Voir ce qu'il me dit, et puis je me disais peut-être que quelques auditeurs ont peut-être été concernés par ce problème. Et voilà. Mais non, vous faites bien, Daniel. Alors c'est vrai, je ne sais pas de quelle façon vous discutez, l'échange que vous avez avec votre chirurgien, mais souvent ce qu'il dit sur ce genre d'opération, c'est que c'est le patient qui est seul juge, surtout sur les genoux, de dire en fonction de la douleur, parce qu'ils sont jamais sur tout ce qui est articulation. On ne sait jamais après si ce sera mieux qu'avant. Le genou, c'est quand même assez compliqué. C'est vrai. Ce matin, j'étais à l'aquabike, j'ai une amie qui me dit oh là là, tu vas te faire opérer du genou. J'ai une amie, elle s'est fait opérer, elle peut plus plier le genou, elle a eu des problèmes, elle s'est fait opérer, tout. Je dis oui, t'as raison de me dire ça ce matin, comme ça me... Bon, bref. Voilà. Ça vous a mis, Non, mais l'indication, moi, il me semble, dans votre témoignage, c'est qu'en fait, vous arrivez à faire de l'aquabike et vous ne souffrez plus. Donc, vous pouvez repousser de 6 mois, vous n'êtes pas 6 mois près. Oui. C'était un petit peu ce que je me disais, puis je me dis, qu'est-ce que... Alors j'ai dit, tiens, je vais demander à Sophie, c'est toujours de très bons conseils aux auditeurs. Et puis, c'est compliqué pour vous de la démarche de dire... Parce que l'opération a lieu dans 3 semaines, c'est ça? Non, j'ai plus que 10 jours. 10 jours. Et vous êtes un peu gêné, vous trouvez ça délicat d'appeler le chirurgien demain pour repousser? Oui et non, mais je pense que ils ont tellement de demandes que je me suis dit, si ce n'est pas moi, ça sera quelqu'un d'autre à ma place. Exactement. Donc je crois que je vais l'appeler demain matin. Oui, parce que ça arrive souvent, on se sent, il y a une intervention qui est programmée, on remet pas l'intervention en cause parce qu'on se dit, allez, j'ai dit oui, quoi. J'ai un peu signé, je me suis engagée. Donc on se sent déjà engagé. Un petit peu, oui. Oui, bien sûr. Mais c'est pour ça que je vous demandais comment vous le viviez, qu'est-ce que vous ressentiez, pour savoir dans quel état d'esprit vous étiez, si c'était... J'étais pas stressée jusqu'à présent, mais après je me suis dit, mais non, quand tu as quand même de moins en moins mal, je dis, qu'est-ce que tu vas aller faire? Mais oui. Je me dis, je sais bien qu'un jour il faudra que j'y aille, ça c'est vrai. Mais tant que je n'ai pas mal... Il n'y a pas d'urgence. Non, mais là, c'est du bon sens, Daniel. Parce que quelquefois, je vois des personnes qui se font opérer de la hanche, du genou, qui ne peuvent plus marcher, ni rien, qui ont vraiment très, très mal. Je le comprends très bien, mais je dis, attends, qu'est-ce que tu vas faire? Toi, regarde... voilà. Oui, non, vous faites bien, parce que l'indication du genou, de toute autre articulation, on opère quand justement c'est invalidant. Mais bien sûr. On peut plus marcher. Oui, c'est la douleur qui est l'indication. Voilà. Et avant, vous ne pouviez plus faire de sport il y a quelques mois. Disons qu'au mois de décembre, là, le vélo, j'arrivais plus à tourner les pédales parce que j'avais fait mes courses, tout ça, je boitais et tout. Franchement, alors là, oui, je vous dis, s'il m'avait dit aller dans 15 jours, 3 semaines, là, j'y allais, ça c'est vrai. Mais je me dis, tu n'es peut-être plus à quelques mois près, donc à voir, quoi. Si un jour ça recommence, ma foi,
Je sais pas. Oui. Non, mais vous êtes pas quelques mois près. 2, refaire des infiltrations, parce que vous pouvez aussi naviguer d'infiltration. Oui, mais je crois qu'il ne faut pas trop en faire. Non, pas trop. Non, ça, pas ce sont trop. les premières, donc c'est les premières. Parce qu'après, alors, il me semble, mais il faudrait lui en parler. Après les infiltrations, quelquefois, ils font des injections de toxines botuliques, pardon, voilà, c'est comme dans les rides, voilà. Oui, pour ressouder des cartilages, en fait. Ils font ça oui, après. Mais comme j'en ai plus, je sais pas si. D'accord. Oui, d'accord. Oui, bien sûr. Oui, non, mais je suis pas. On est bien occupé, donc là, je crois qu'il n'y en a plus. Moi, il me semble, vous voyez, il y a un auditeur là-bas qui est Régis qui dit: j'ai eu la même chose et grâce à un sport léger, mes genoux ont retrouvé leur mobilité, je n'ai plus mal. Alors quelquefois c'est vrai, quand on est très sportif, qu'on fait beaucoup de sport, les genoux étant un peu sensibles prennent beaucoup, et quelquefois en reprenant une activité après un break, mais de façon plus douce, le genou il aime un peu mieux. Vous avez le vélo là, ça va pour vous maintenant? Pour le moment il fait froid, je fais juste mes courses en ville comme cela, je vais pas faire 50 ou 60 km ou plus. Mais l'aquabike, ça me fait du bien, sans exagérer. C'est vrai que j'ai fait ce que je faisais, je le faisais doucement, et je pense que ça fait du bien aussi, quoi. Oui, bien sûr. Voilà. Oui. Donc, c'est quand on évoque là ensemble à l'antenne la perspective d'appeler demain pour reporter. Comment vous le sentez là quand on en parle? Je crois que j'avais pas tout à fait pris ma décision, mais je l'avais quand même prise depuis ce matin. J'y pensais ces jours derniers, mais je me disais, puis là je me dis, attends, quand même, il faut pas exagérer. Qu'est-ce que vous vous disiez d'ailleurs quand vous disiez je l'ai prise? Je me disais, attends, mais qu'est-ce que tu vas faire là-haut? Tu n'as pratiquement plus mal, tu marches presque normalement, tu peux, quelquefois je vais me promener avec une voisine ou quelque chose, ça va, alors je dis, faut quand même pas exagérer, je sais pas, je me dis, il y en a d'autres qui ont vraiment, j'ai vu des personnes y aller, ça c'est vrai qu'elles avaient très très mal et je le comprenais parfaitement. Au mois de décembre, j'y serais allée, mais franchement là, voilà. Il y a Jean-Pierre qui envoie un message en disant: si vous souhaitez un avis chirurgical, demandez plutôt à un médecin, parce que le chirurgien, il aura plutôt tendance à vouloir vous opérer. Et il dit c'est la douleur qui fait poser l'indication. Ne vous faites pas opérer. En plus, vous semblez dynamique, foncé, dit Jean-Pierre. Oui, c'est vrai, mais peut-être demander effectivement. Vous avez un médecin qui vous suit? Justement, je devais aller mardi pour un renouvellement d'un petit truc et je vais le lui demander quand même. Mais je crois que je vais faire comme ça. Alors vous voyez, en même temps, il y a Sylvie, là, 75 ans, qui nous dit moi j'ai une prothèse de genou, c'est pas une opération si compliquée, j'aimerais la rassurer. En soi, oui, bien sûr, l'opération est pas compliquée. Maintenant, ce que vous en dites, c'est pas une histoire d'opération, vous posez la question de l'indication. Voilà, donc je pense que ce n'est pas le moment encore. Oui, voilà, les auditeurs vont un peu tous dans ce sens-là. Ils disent repousser un peu plus tard paraît raisonnable. Voilà. Il y a Annie qui dit que certains kinés aussi, alors injectent un lubrifiant, reportent ainsi l'opération. Bon, je connais pas. Peut-être de faire quelques séances de kiné. Peut-être plus doux. Faire de la kiné, vous savez, un peu de la kiné sportive. Parce que le genou, en kiné, on travaille sur l'équilibre. Je suis pas très. Il aime pas ça. Très bon équilibre. il aime pas ça. Mais je sais pas s'il faut aller l'embêter, votre genou, après tout. Si vous faites de l'aquabike, vous faites vos courses en vélo et vos petites balades. Moi, je pense que oui. Et puis voilà. Oui, Monica qui dit un kiné peut vous aider à prendre une décision. De toute façon, moi, il me semble que si c'est dans 10 jours, là, l'opération, la décision, faut la prendre rapidement, c'est-à-dire demain matin. Je vais l'appeler demain matin. C'est le dernier quart, faut pas quand même exagérer. 10 jours. Voilà. Comme on dit, vous savez, la nuit porte conseil. Alors, comme c'est la nuit et que vous allez appeler... la libre antenne aussi, ça porte conseil. Beaucoup aussi. Beaucoup. Et c'est bien pour ça que j'ai pensé à vous. Parce que je vous ai déjà appelé et j'écoute beaucoup ce que vous dites. Je vous apprécie beaucoup parce que dans la vie actuelle, souvent, je me remémore vos conseils. Ah, c'est gentil. À propos des enfants, des enfants qui sont grands, des couples et tout cela qu'on a c'est gentil, Daniel. Dans leur vie et tout cela. Et ça sert beaucoup.
Merci à vous, Daniel. C'est très gentil à vous. Ça me touche beaucoup. Bonne nuit et bon courage avec votre genou. Au revoir. Au revoir. Il est minuit. Vous écoutez Europe 1 et on retrouve notre chère Laurence Gontier pour les informations. Bonsoir, Laurence. Vous écoutez Europe 1, nous sommes ensemble encore pendant 1 heure de direct, d'échange, de partage, car parler de nos soucis permet de nous rendre la vie plus légère. L'antenne est à vous, il vous suffit de composer le 3921 pour partager avec nous vos préoccupations, des événements de votre vie. Vous pouvez aussi échanger avec nous et avec les auditeurs par SMS au 7 39 21 en commençant par le mot nuit ou nous adresser un mail sur le site d'Europe 1. N'oubliez pas aussi que vous pouvez dialoguer avec un ou une auditrice dont vous partagez les émotions ou auxquelles vous avez envie d'apporter votre conseil. La nuit se poursuit avec au standard Quentin et Corentin et Romain à la réalisation. Bonsoir Patricia. Bonsoir Sophie. Bienvenue. Merci. Je ne sais pas du tout comment je vais aborder mon problème. Oui. Donc j'expliquais donc à Quentin que je souffrais de problèmes de transparence. En fait, c'est quelque chose qui est très 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 difficile à expliquer aux gens. Les gens ne comprennent pas en fait ce que je peux dire ou entendre quand je parle de ça. C'est pour ça que j'en parle très très peu, parce que généralement les gens comprennent pas. C'est que c'est vraiment quelque chose qui se vit. Et voilà, et je voudrais sortir de ça et j'ai toujours pas trouvé comment faire en fait. Même en parlant, voilà, ça continue à enfin, c'est vraiment quelque chose que je ressens assez ponctuellement et ça me blesse et je sais pas du tout comment faire pour en sortir en fait. Oui, qu'est-ce que vous ressentez, Patricia ? Qu'est-ce que je ressens ? Du rejet. Oui, du rejet des autres en général. Ouais. Et voilà. Et donc ça me blesse et je sais pas faire. Je sais pas comment faire. Vous voulez dire que par exemple dans des moments un peu anodins de la vie quotidienne, je sais pas si vous allez acheter du pain ou vous faites une course, vous vous sentez facilement rejeté à la façon dont on vous parle. Comment ça se manifeste ? Ça peut. Je vais vous donner un exemple, oui. Un exemple qui peut peut-être vous parler un peu plus. Il y a 4 ans, donc je me suis fait opérer suite à un point de beauté qui était cancéreux. Donc voilà, je me suis retrouvée avec des béquilles et à ne plus pouvoir marcher. C'était très très peu de temps après m'être fait opérer. J'étais invitée à une soirée par des gens que j'avais rencontrés depuis peu de temps et qui juste avant de me faire opérer, en fait, j'avais réussi à me faire des amis. Enfin, plutôt des connaissances, voilà. Et ils m'ont invitée, donc j'étais invitée à l'anniversaire de l'un d'eux. Et le problème, c'est que moi, j'ai pas pu me mettre à table avec tous les gens. Il y avait beaucoup de monde, il y avait une vingtaine de personnes. Donc moi, on m'a mise sur le canapé parce que je pouvais pas m'asseoir. Donc de là, déjà, j'étais un petit peu à part vis-à-vis des autres. C'est vrai qu'on venait un petit peu me parler, mais c'est vrai que très souvent, je me suis retrouvée toute seule. Et déjà, là, ça a commencé un petit peu parce que je me suis déjà sentie mise à l'écart. Mais bon, c'était indépendant de la volonté des gens, c'est sûr. En plus, je connaissais pas beaucoup de monde dans la soirée. Et à un moment, il y a eu des photos qui ont été prises et personne n'a pensé à m'intégrer dans les photos, quoi. Et là, voilà, quoi. Enfin, plus la soirée avançait et plus je me sentais mal et je me suis partie. Là, je suis partie à pleurer et ça monte d'ailleurs encore. Et enfin, j'ai fait croire aux gens que c'était la douleur et que je pouvais plus, que j'avais mal, quoi. Et on m'a ramenée chez moi, mais voilà, quoi, c'est ce genre de situation. Vous avez même encore pas mal d'émotions quand vous en parlez, là. Oui, ça monte encore. Je sens, mais oui, ça monte encore. Alors, et en même temps, Patricia, quand j'entends votre histoire, la première chose que je me dis, c'est on a voulu prendre soin de vous parce qu'on vous a bien installé, on savait qu'à table vous seriez pas confortable, et donc on vous a mis sur le canapé à cause de dans l'état dans lequel vous étiez. Alors, et vous êtes donné une autre information. Vous dites, je connaissais peu de monde dans cette soirée, donc un peu normal que vous vous sentiez un peu à part, parce que difficile de faire connaissance en étant assise avec des béquilles sur un canapé, en sortant d'une opération.
Vous voyez, il y a tout un contexte. Alors vous le vivez comme un rejet, et pourtant la façon dont vous racontez le contexte, on a envie de se dire, qu'est-ce que vous veniez faire dans cette soirée finalement ? Me changer les idées en fait. Mais oui, vous changez les idées en étant vous-même pas en état de fragilité, où vous ne pouviez pas aller à la rencontre des gens parce que vous pouviez pas, vous étiez trop faible pour vous déplacer. Et les gens, entre eux, se connaissant, heureux de se retrouver, vous ont pas calculé, comme disent les jeunes aujourd'hui. C'est exactement ça. Voilà. Ouais, c'est exactement ça. Voilà. Alors ça veut pas dire. Le dos en fait à table. Oui, c'est ça. Personne ne parlait ou très peu. Bon, ils étaient pas très sympas tous ces gens-là quand même. Enfin, il y en avait, mais bon. Mais vous voyez, ça veut pas dire. Mais en même temps, ça veut pas dire que vous êtes rejeté. Ça veut dire qu'on n'a pas fait attention à vous. Oui, mais c'est ça. Voilà. Oui, c'est ça en fait, c'est qu'on fait pas attention à moi. Mais alors, il y a d'autres exemples que vous avez comme ça ? Par exemple, oui, moi je peux en citer pas mal. Oui. J'ai mon ex-beau-père, je suis séparée du père de mes enfants, qui est décédé là au mois de novembre, et je pensais vraiment aller à la cérémonie. On me dit que c'est que la famille proche qui est invitée, et je ne fais pas partie de la famille proche. Donc là, ça m'a vraiment blessée aussi, parce que je suis quand même la mère des petits-enfants. Donc j'ai pas été invitée. Je travaille aussi dans le milieu du spectacle, je suis chanteuse, donc je suis censée être à la lumière. Oui. Sur scène, je ne suis pas toute seule. Et quand je chante avec le chanteur, c'est pas moi que les gens regardent, c'est le chanteur. C'est le sentiment que vous avez ou... Ah non, je les regarde. Je les regarde, les gens. Je les regarde, ils sont devant moi, les gens. Ils viennent lui faire des coucous, ils viennent danser avec lui, ils viennent faire danser avec lui en face de lui, ils viennent lui... C'est ça, et... Moi, ça m'arrive jamais. Et depuis que j'ai remarqué ça, j'ai fait vraiment très très attention à ça. Je me dis, bien sûr. Tu fais des films, mais non, mais c'est non, que bien le problème, sûr, vous remarquez tout. Tous les week. Bah oui, ça. Oui, bah oui, je fais attention vous à ça. remarquez tout. Alors, ce qu'il y a aussi, Patricia, c'est que quand on est là-dedans, dans ce regard-là que vous portez sur vous-même et sur les autres, et sur la vie en général, c'est que plus vous vous sentez rejeté, plus vous, du coup, vous mettez en retrait. Mais c'est comme un mouvement physique, enfin d'énergie physique, comme une vraie logique. C'est-à-dire qu'en toute logique... Je me protège. Oui, mais vous protégez pas du coup, parce que vous vous excluez. Bah oui. Mais oui, mais en même temps, quand j'analyse parce que vous vous sentez. Vécu, oui. Mais j'ai été repoussée aussi. Mes parents, je suis le petit vilain canard. J'ai repoussé toute ma famille parce que je me sens pas à ma place. J'ai des parents toxiques. Petite, je me suis retournée vers ma marraine parce que je pensais à trouver de l'affection. À l'adolescence, j'ai été repoussée aussi. J'ai un tas d'épisodes comme ça au cours de ma vie qui font à l'école, c'est pareil. J'ai été rejetée. Je sais pas me défendre. J'ai pas appris à me défendre. D'accord, mais ça, j'entends, Patricia, et c'est vrai qu'il y a des histoires de vie, comme vous dites, j'ai pas appris, je me suis sentie rejetée, mal aimée. Et en même temps, à un moment donné, on devient adulte. Qu'est-ce que vous faites pour vous ? Parce que là, on va plus, parce que ce que vous attendez des autres, c'est ce qu'on vous a pas donné dans votre enfance, et donc vous recherchez dans un monde adulte ce qui vous a manqué, la case manquante de votre vie d'enfant. Sauf que là, maintenant, vous êtes plus une petite fille, et on va pas vous le donner comme ça, parce qu'on est maintenant dans une interaction dans le monde des adultes. Et qu'il va vous falloir vous occuper de vous pour que les autres puissent après rentrer en lien. Et donc c'est le lien de vous à vous, le lien de vous avec cette petite fille blessée qui est à l'intérieur de vous qu'il va vous falloir travailler. Mais je sais pas comment faire justement, ça je sais bien. Oui, vous avez déjà consulté un thérapeute, oui. Et alors comment ça s'est passé pour vous? Je sais pas, à chaque fois j'ai pas eu de chance parce que ça correspond pas, les thérapeutes correspondaient pas. Les gens parlaient pas. Donc moi, si j'ai pas non, il faut trouver quelqu'un qui vous parle, oui, parce que vous avez en plus une problématique de place, donc vous avez besoin qu'on retisse les liens avec vous de votre place dans la vie et dans le monde. Bien sûr qu'on en a tous une. À vous après d'aller elle se prend, vous voyez, mais elle se prend délicatement. En fait, c'est votre petite fille là, toute blessée. Il y a vraiment un travail à faire autour de ce qu'on appelle l'enfant intérieur.
Je sais, ouais. Bah oui, de cette petite fille. Alors, vous savez, essayez d'imaginer quand vous êtes sur scène, voilà, la prochaine fois que vous allez y aller, que quand vous montez sur scène, prenez par la main, mais vraiment, je vous le demande, imaginez là votre petite fille, voilà, et vous lui dites, viens, on va se mettre dans la lumière ensemble parce que maintenant t'es plus toute seule. Il y a une adulte, il y a moi je suis l'adulte, toi t'es la petite fille. Toi, je sais que t'as peur. Mais moi, tu vas voir, je suis un peu plus grande que toi, j'ai un peu moins peur, et donc tu vas voir, on va y aller, on va te regarder, celle qui a pas été vue quand tu étais petite, ben tu vas te montrer avec moi. Viens, je t'emmène avec moi parce que c'est elle que vous emmenez sur scène. Hein. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait pendant que vous chantez? Elle dit, regarde, tu as vu, personne ne me regarde, tout le monde s'en fout. Ben ouais. Bah oui, donc excusez-moi, bien sûr, mais oui, non mais c'est pas grave, Patricia. Hein, et en fait, votre petite fille, pendant que vous êtes là dans la lumière, vous dit mais regarde, tu vois bien qu'on me regarde pas. Mais c'est la petite fille qui fait ça, et elle vous entraîne dans quelque chose où vous ne la rassurez pas du tout. Vous dites bah oui, c'est vrai, t'as raison, t'as vu, personne ne regarde. Et au lieu de rassurer votre petite fille, bah, vous la paniquez encore plus. Vous la validez dans ce qu'elle vit. Donc c'est vraiment important. Alors pour vous de faire tout ce travail. Vous savez qu'il y a un joli livre de Boris Cyrulnik sur le vilain petit canard, sur toute la résilience. Je crois que j'en ai entendu parler déjà dans l'une des émissions. Ça me dit quelque chose, effectivement. Oui. Parce que vous, Patricia, vous allez avoir à faire un travail de résilience, c'est-à-dire à reprendre cette douleur de toutes ces histoires de rejet de votre enfance et pouvoir prendre cet enfant par la main et lui dire viens, moi je t'aime, moi je vais m'occuper de toi. On s'est pas occupé de toi quand tu étais petite, on t'a pas regardé, on t'a critiqué, mais maintenant on est ensemble et c'est moi qui vais t'emmener. D'accord. Il y a Mam qui dit si vous chantez, c'est vous que l'on vient voir. Donc, non, c'est dans l'orchestre, donc c'est pas moi qu'on vient voir, c'est l'orchestre. C'est l'orchestre, ouais. Mais vous chantez dans l'orchestre. Oui, bien sûr, je chante. Ouais. Mais voilà. Donc vous donnez beaucoup de vous. Bah oui, mais quoi, voilà. Mais je donne de moi, évidemment. Bah oui. Sûr, mais bien sûr. Mais j'ai pas l'impression d'avoir. J'ai pas l'impression. Voilà, bah oui, c'est l'impression. Ouais, c'est l'impression, ouais. Oui, c'est ce sentiment. Quand il y a des gens qui viennent, par exemple, demander des autographes ou des bisous, c'est pas à moi, c'est au chanteur. Donc voilà, c'est bon. Oui, mais je comprends. Rien, mais voilà. Non, mais vous avez raison, Patricia, parce que ce qui se passe à ce moment-là, c'est que vous devez tellement vous mettre en retrait, vous êtes tellement blessé, vous avez tellement peur que vous savez, on se sent entre nous, entre êtres humains, et les gens viennent pas vers vous parce qu'ils doivent sentir quelque chose qui se met à l'abri, parce que la solution que vous avez trouvée pour ne pas souffrir, c'est bon, puisque je me sens rejetée, je vais me protéger, je vais me faire couleur de muraille, la plus petite souris possible, et puis comme ça, je vais me protéger. Et du coup, en faisant ça, en ayant trouvé cette solution de protection, c'est la pire des solutions que vous ayez trouvées. Ouais, c'est vrai. Pourtant, c'est vraiment paradoxal parce que bien sur scène, c'est paradoxal. J'ai des grands sourires. J'essaye de je suis. Oui, mais vous n'êtes pas là. Assez tonique. Oui, mais vous passez votre temps à regarder qu'on vous regarde pas. Donc vous validez votre scénario en permanence. D'accord. Bien sûr que vous, la façade, vous clivez, vous voyez, c'est-à-dire que, évidemment, quand vous êtes sur scène, vous donnez le meilleur de vous-même, votre sourire, vous chantez, vous aimez ça. Mais il y a une telle panique à l'intérieur, et vous devez passer votre temps à regarder les gens pour valider ce que vous voyez, que vous vous protégez en même temps. Vous donnez la jolie façade de la chanteuse, mais à l'intérieur, il y a tout qui est enfermé. Et ça, ça se ressent. Alors c'est pas que les gens vous en veulent, c'est juste qu'ils sont pas attirés. Ils viennent pas parce qu'il n'y a pas de lumière. Imaginez une pièce qui aurait pas de lumière, on rentre pas. Et Patricia, il manque la lumière. Alors elle chante, elle est là, il y a du son, mais il n'y a pas la lumière. Il faut allumer la lumière. Et pour allumer la lumière, il faut rassurer la petite fille qui est planquée dans le noir quelque part et qui est complètement paniquée, elle. Hein. Mais alors complètement. Ouais. Il y a Muriel qui dit qu'il y a un beau livre, je ne connais pas, La princesse qui croyait aux contes de fées.
Elle dit, Muriel, qu'un bon psy l'a bien aidé à sortir de tout cela. Moi, Patricia, je vous encourage à... bon, je comprends que vous ayez pas fait de rencontre, hein, c'est une rencontre, un psy. Mais... je l'avais faite, mais la personne est partie en congé maternité, donc elle était partie, oui. Donc, elle est la pas personne revenue qui l'a remplacée, c'est moi qui ai déménagé après, donc j'ai pas pu continuer. Ouais. D'accord. Et si vous la recontactiez maintenant qu'elle est revenue pour savoir s'il y a quelqu'un dans votre région, quelquequefois, voilà, d'une région à une autre, on connaît, de lui dire j'avais noué un bon contact avec vous et j'arrive plus depuis. Ça, c'était au CMP, je crois. Donc au CMP, oui, c'est compliqué à retrouver. Ouais, c'est ça. D'accord, je comprends. Ouais. Mais ce qui serait vraiment bien pour vous, c'est de faire ce travail-là. Et que vous choisissiez un ou une psy avec lesquels vous vous sentez bien, vous sentez accueilli. Il faut que vous vous sentiez accueilli. Vous avez besoin d'accueil. Ouais, vous avez besoin que quelqu'un vous ouvre la porte, vous dise tiens, rentrez Patricia, il y a de la lumière et puis on va mettre un spot là sur vous, de mettre un peu de lumière. Et prenez soin de cette petite fille, Patricia, elle en a besoin. Donc vous penserez à elle la prochaine fois que vous monterez sur scène. D'accord. Et maintenant vous allez vous promener avec elle, dès demain matin, là même en vous couchant, entretenez une relation avec elle. Elle a très peur. Imaginez qu'elle est. Vous avez des enfants, Patricia ? Oui, j'ai 2 enfants, oui. Ah, voilà, ça va vous aider ça. Ils ont quel âge vos enfants ? 10 ans et 13 ans. Bon, vous savez ce que c'est qu'alors un petit enfant, c'est des petites filles, garçons que vous avez ? 2 garçons. Bon, 2 garçons, il n'y a pas de petites filles, mais enfin des garçons qui ont peur la nuit. Oui. Voilà. Oui. Bon, et vous savez les rassurer ? Oui. Et voilà, et vous allez faire pareil avec vous. Soyez votre maman, la maman qu'on n'a pas eue une fois adulte. On va aller se la créer. On va aller la chercher, la maman, parce qu'on est devenu. Vous êtes une maman ou vous, Patricia ? Oui. Oui. Donc la maman que vous êtes, va pouvoir s'occuper de la petite fille qui est toujours là et dont personne ne s'est occupé. Et là, je crois qu'elle en a vraiment besoin. Je sais. Oui. Ah oui, on me redemande le livre sur la résilience. C'est Le vilain petit canard, c'est Boris Cyrulnik. Boris Cyrulnik, vous tapez sur Internet Cyrulnik, il a écrit, je sais pas moi, des dizaines de livres sur la résilience. Ils sont tous très bien. À vous de choisir celui qui vous convient, ou allez vous promener à la Fnac ou dans une librairie, vous feuilletez les livres de Boris Cyrulnik et vous choisissez celui. Et je dis ça pour tous les auditeurs avec lequel, mais il est très pédagogue et ça peut beaucoup vous aider. Et puis il y a une auditrice qui dit moi aussi je fus une enfant qu'on n'a pas regardée et pas aimée, mais j'ai décidé que ma vie était devant et de construire de l'affectif ailleurs. C'est ce que vous allez construire et on sent tout un potentiel d'intelligence et de sensibilité en vous. De par mon métier, oui, c'est vrai. Bien sûr. Je suis de toute façon, je suis à la base, j'ai toujours été très sensible. Et en plus, le cancer que j'ai eu, je crois que je suis devenue encore plus sensible que. Ah oui, parce que vous êtes exposée. Oui, mais vous rendez compte. Oui, mais ça m'a pas aidé. Si ça va vous aider parce que vous n'êtes pas là par hasard et c'était une bonne idée en soi, mais vous êtes allé vous mettre dans la lumière pour être regardé sans vous-même vous regarder. Donc c'est compliqué. Oui. Vous mettez en pleine lumière et vous regardez pas. Personne vous voit. Parce que votre regard sur vous, il est pas là. Donc c'est vous qui allez mettre de la lumière sur vous. C'est vous qui allez regarder la femme que vous êtes. Autrement que ce que vous faites. Et vous allez voir, c'est extraordinaire que le regard des autres vont changer. Ah oui. Oui, c'est sûr même. C'est sûr. Donc vous commencez dès cette nuit, dès demain. D'accord. D'accord. Oui. Non, mais il faut que je réfléchisse, il faut que je digère tout ça. Oui. Il y a plein d'auditeurs qui vous envoient beaucoup de sympathie pour Patricia, qui vaut la peine d'être regardée. Et on vous voit pas, on vous entend, mais on le sent ça. On sent votre blessure et elle est belle et donnez-la à voir aussi celle-là. C'est là que vous êtes la plus humaine. Ouais, mais enfin bon, les gens me regardent de travers. Non. Si. C'est vous qui vous regardez de travers. C'est vous qui n'arrivez pas à vous regarder.
C'est tout un travail d'acceptation. C'est compliqué. C'est compliqué parce que quand enfant, on n'a pas été bien regardé, gentiment et avec bienveillance. Et c'est très difficile après de se créer ce regard-là à l'intérieur de soi. Mais c'est pourtant par là que vous allez passer parce que c'est trop tard maintenant. Personne ne vous le donnera comme ça. On vous le donnera parce que vous le donnez. Et ce qui n'a pas été fait dans l'enfance, à nous, dans la vie d'adulte, avec les moyens du bord, C'est voilà. ça. Et quand vous êtes maman, ça peut beaucoup vous aider, je pense, de prendre, de faire lien avec la maman que vous êtes pour vos enfants. D'accord. C'est la maman en vous qui va vous aider. D'accord. Vous allez trouver beaucoup de ressources avec elle. D'accord. Bon courage, Patricia. Merci Sophie, vraiment, pour vos conseils et merci les auditeurs pour leur message et toute l'équipe aussi qui était adorable. Oui, prenez le temps de vous regarder, Patricia. Merci. Au revoir. Bonne nuit, merci, au revoir. Quelque chose qui se casse, qui te dépasse, le plancher que l'on débarrasse, c'est ton cœur que l'on dévase, mais quelque chose qui finira par se tasser. Rupture, chantée par Laurie Darmon sur Europe 1. Et Jean-Yves, si vous n'avez pas encore éteint votre radio pour aller dormir après vos longueurs de piscine, il y a la cravate rouge qui vous dit Jean-Yves nous a dit qu'il finit par se demander s'il est normal, qu'il se rassure, il l'est pleinement. Il suffit de l'écouter, timide ou pas, et puis qu'il se souvienne en plus que les femmes aiment aussi les timides. Vous voyez, ça vous fait deux avis qui vont dans le même sens. Jean-Yves, de quoi vous rassurer, j'espère. Vous êtes là, Annick ? Oui, je suis là. Bonsoir Annick. Bienvenue. Oui. Alors, je voulais juste dire à Jean-Yves, j'ai rencontré mon mari à 30 ans. Un avis de femme. À 30 ans, voilà, donc à 30 ans. Et c'était le premier C'était le premier Presque. Histoire sérieuse. Mais comment dire, voilà, qui s'inquiète pas. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour rencontrer l'amour. Pour rencontrer l'amour. Voilà, il n'y a a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Si des fois ça paraît long et que ça rame, faut pas qu'il s'inquiète. Voilà. D'accord. Et quel conseil d'ailleurs vous lui donneriez pour aborder une femme, lui qui s'inquiétait? En fait, vous êtes excessivement perspicace. Oui. Et donc vous avez déjà trouvé les très bons mots. Mais en tout cas, qu'il ne se cache pas de ce qu'il est, parce que une femme les femmes savent toujours qu'elles ne savent pas changer les hommes. Vous croyez ça? Voilà. Ça je sais pas. Allez, on améliore, on rabote les angles, mais on ne change pas la profondeur. Oui, mais elles espèrent. Elles espèrent toujours les changer, vous savez bien. Sinon c'est pas drôle. Non, je plaisante. Ouais. Oui, non. Et donc le conseil, c'est de rester lui-même, d'affirmer, comme vous disiez, cette timidité, mais de pas se faire violence, parce qu'exactement c'est pas bon. Oui. Juste un petit coup de pied où il faut pour aller vers la personne qui lui plairait. Moi, mon mari, il a mis 4 mois avant de me parler, parce qu'il me voyait quasiment tous les jours. Donc comme j'ai un seul caractère, voilà, quand il me voyait, il était toujours entre guillemets intimidé, et puis en fait un jour il a eu le courage, l'occasion s'est présentée de façon très inattendue, il a eu la pulsion du courage de venir me parler. Il vous a dit quoi? Il vous a dit quoi, vous s'en souvenez? Non. Oui, très très bien. Oui. Il m'a dit, parce qu'en fait on se voyait au club hippique, où on montait à cheval super. au même endroit. Ouais, tous les deux. Et il est venu, donc passion commune, voilà, on revient sur votre avis. Et puis il m'a juste dit, ce serait peut-être bien qu'on se voit en dehors du club. Et là, mon cerveau, elle a fait, mais cet homme s'intéresse à moi. Voilà. Donc tout simplement. Il a envie de me voir. Il a envie de me voir avec une robe, autrement qu'avec un pantalon d'équitation et mes bottes. Tout à fait. Il veut pas me voir puante, presseuse, voilà. Poil et tueur de exactement. Il veut, voilà. Donc voilà. Et ça s'est fait très vite, très simplement. Et du premier baiser au mariage, il y a eu qu'un an. Donc voilà. Et à 30 ans. Bon. Donc, mais alors si avec ça, Jean-Yves, il nous fait pas des beaux rêves cette nuit de jeune femme, c'est pas possible. Voilà, j'ai mis tout mon cœur. Alors, Annie, mon témoignage. Oui, Annie, vous nous appeliez pourquoi, vous, pour votre Alors, histoire? moi, voilà. En fait, c'est une émission que j'écoute régulièrement, parce que je rentre souvent tard et donc j'écoute,
H24 sur Europe 1 quasiment. Ah, formidable. Et donc, oui. Non, mais, fidèle auditrice. Depuis ma naissance, parce depuis que papa écoutait Europe 1. Ouais. Donc, au bout de 40 ans, j'en ai passé des Europe 1 et la cloche et tout ça. La cloche et tout ça. Bon. C'est vrai que souvent, les radios, c'est des histoires de tradition, effectivement, familiale. On écoute de père en fils, de mère en fille, les mêmes radios. Oui, c'est vrai. Oui. Et des fois, on arrive même à... Enfin, un détail à la con, le fait que Cyril Hanouna ait pris la place de Laurent, etc. Malgré tout, on reste sur Europe 1 parce que c'est Europe 1. Voilà. On ne change pas. Alors pourtant que j'ai bossé 15 ans en voiture avec Laurent, non. Voilà, on reste malgré tout sur Europe 1. Donc finalement, la chaîne radio. Ah oui, et donc vous partez pas avec l'animateur. Mais j'espère que la direction d'Europe 1 vous écoute ce soir, parce qu'ils doivent adorer entendre ça en 30 soirées. Franchement, je n'aurais pas cru parce que Laurent, j'ai commencé ma carrière professionnelle en tant que kiné, donc beaucoup de domicile, donc beaucoup avec la radio. Et Laurent a vraiment, accompagné vos après-midi. Voilà, toutes mes après-midi. Et puis quand ça a été Cyril au début, c'était pas mon meilleur pote. Et puis finalement, je m'y suis attachée, habituée. Voilà. Comme quoi, la radio, c'est un lieu. C'est un lieu comme une maison. Et donc, on est dans ce lieu-là et on ne quitte pas le lieu. Même si les habitants changent. Un peu comme un village, finalement. Oui, c'est ça. Voilà, c'est le village européen. Voilà. Oui. Donc, ça, c'est quelque chose de très positif. Bon, alors après, c'était pas pour ça que j'ai appelé. Voilà. Donc, j'ai appelé, en fait, pour quelque chose de plus positif. Enfin, positif. Le départ était super négatif, mais il y a du positif qui en sort. C'est que, 40 ans. J'étais alcoolique pendant au moins 3 ans, parce que de prise de conscience du cas. Je n'ai pas auparavant le souvenir de quelque chose d'un alcool récurrent, etc. Mais j'en suis sortie et donc voilà, je voulais juste un petit peu témoigner. Oui, c'est intéressant. Du chemin que vous avez fait. Il y a 10 000 détails auxquels j'épargnerai tout le monde, mais l'essentiel de la trame, c'est qu'on s'en sort, c'est possible, c'est faisable, et il faut le faire, parce qu'en fait, on tombe dedans. Racontez-nous comment vous êtes justement tombé dedans, parce que je pense que c'est peut-être là. Voilà. Donc comment on tombe dedans, c'est grâce aux médecins que j'ai compris, et puis qui ont été super pour me déculpabiliser aussi de ça. Parce que vous étiez dans le déni au départ. Oui. On n'est pas complètement... Souvent. Non. Moi, personnellement, je suis dans la thérapie, je suis kinésithérapeute et kinésithérapeute humain, ostéopathe équin. Donc forcément, je draine le soin à longueur de temps. J'ai tout à fait conscience. J'ai un côté psy pour les patients, pas pour moi. On peut le dire pour les patients, ça c'était certain. Et on voit très bien où on va, sauf qu'à un moment, on dit bon, après tout. Voilà. On se dit toujours après tout, si c'est ça qui me fait du bien et qui me sauve, on n'a pas l'impression de sombrer. Voilà. D'accord, on minimise, vous voulez dire, on minimise. Complètement. Donc, qu'est-ce qui fait déjà dans l'histoire de vie que vous vous êtes mise à boire, en fait ? Alors c'est très, très idiot et surtout que toutes celles qui m'entendent ne le fassent pas. Oui, en fait, j'ai eu des soucis intestinaux et de pseudo-intolérance au gluten, complète. Et donc, en fait, on m'a conseillé un régime sans gluten, qui, à l'époque, il y a quelques années, était, une horreur à vivre, parce qu'en fait, les produits sans gluten, je suis désolée de le dire à tous les commerçants qui essayent d'en vendre, sont pas bons. Les bonnes pâtes, c'est pas des pâtes sans gluten. Parce que sans blé, donc en fait plus de pain, plus de biscuits apéro, plus de pizza, plus de gâteaux, plus de tartes, plus de quasiment toutes les conserves ont de la farine dans leur composition, donc c'est fini. Donc en fait on est obligé de rentrer dans un système ultra puriste de l'alimentation qui fait que vous êtes dans la souffrance de ce que vous mangez. Vous pouvez pas interdire votre mari de manger ce qu'il a envie. C'est pas son souci. On ne peut pas demander à l'autre de se priver de tout ce qu'il aime à longueur de journée pour nous. Donc forcément, en fait, c'est venu
comme ça pour moi en tout cas. Une plâtrée de pâtes normale, l'odeur était trop alléchante, je préférais prendre mon petit apéro, ma clope et me sauver dans le jardin et le laisser manger et puis... Oui, donc c'était un plaisir, vous avez trouvé ça comme dérivatif plaisir. Voilà, d'accord. Au départ c'était je comprends. plaisir, Ouais. comme beaucoup. Oui, une compensation. Un plaisir. Oui, on a du mal à vivre quelque chose, où on est dans la tristesse, on a un événement douloureux, et on se soulage avec un petit plaisir, comme vous dites, la clope, le verre de vin, d'accord. Voilà. Donc, le problème, c'est que au bout de quelques temps, 1, ça ne suffit pas, donc 2, c'est mieux. Et puis après quelques temps, 3, c'est mieux. Et puis après, 4 verres, c'est mieux. Et ainsi de suite. Et donc après, on se retrouve au bout de quelques mois, et ça va très vite, à se sentir tellement mal le matin qu'on se dit, bon allez, on guérit le mal par le mal. Ce que les anciens nous ont toujours dit. Et ben, pouf, on reprend un verre le matin, ou une gorgée pour dire de calmer les petits tremblements, enfin en tout cas tous les syndromes physiologiques causés par l'alcool et par la descente d'alcool rapide qui se provoque sur une nuit. Et donc en fait, quand on dit guérir le mal par le mal, c'est juste, si on reprend un verre, on remonte le taux d'alcool dans le sang, on ressent plus les symptômes de manque. Et du coup, il n'y a plus de tremblements, c'est ça ? Ça pèse, et d'accord. c'est comme ça qu'on rentre dedans, tout simplement. Voilà. De façon très c'est insidieuse. accepté par les alcoologues, c'est parce que j'en ai vu plus d'un. Et voilà. Et donc, et alors comment vous êtes d'accord. Et une fois que vous étiez dedans, qu'est-ce qui vous a amené? Parce que la chose la plus compliquée, c'est ce que disent tous les gens d'ailleurs qui appellent dans cette émission et qui sont en couple avec quelqu'un qui a un problème d'alcool, disent la personne est dans le déni, veut pas consulter, devient violent, agressif. Enfin, voilà. Qu'est-ce qui fait que vous avez bien voulu vous prendre en charge? Est-ce que c'est votre conjoint? Est-ce que c'est l'entourage? Est-ce que c'est vous qui vous êtes dit c'est plus possible? Comment vous avez fait? En fait, c'est moi-même. En fait, parce que de par ma profession, je commençais à lâcher l'administratif. Lâcher l'administratif, pour moi, c'était perdre des sous. Bien sûr. Et puis, tout à fait consciente de ce qui n'allait pas. Et ma voiture m'a un petit peu révélé aussi une petite absence de temps en temps. Un petit rétro cassé, des engueulades beaucoup plus récurrentes avec mon mari. Voilà. Donc, lui, vraiment, vous disait quelque chose? Il s'en était rendu compte? Il vous a dit quelque chose? Non, oui, lui, il a nié encore plus que moi. Il voulait pas le voir. Non, il n'a pas voulu le voir, mais ça nous a amené quand même à une séparation. On a été séparés 6 mois. Et ce qui moi, en fait, grosso modo, donc j'ai commencé à boire de plus en plus, donc mon comportement a changé de plus en plus, ce qui m'a emmené à changer mon comportement social, donc mon comportement avec les amis, avec mon mari, avec ma famille. Petit à petit, on va dans la fuite parce qu'on n'a pas envie que tout le monde nous voit. On rentre dans la honte. On rentre dans la honte. Et donc après, à partir d'un moment, on est suffisamment alcoolisé à un certain seuil qui fait que il n'y a plus de honte. C'est bien, c'est pas grave. Voilà. De toute façon, on s'en fout. Enfin voilà, on est dans le déni des autres. On sait qu'on n'est pas bien, et on se dit de toute façon personne nous tend la main, parce que bon, il vaut bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais voilà. Excusez-moi, Nick, d'un seul coup, la liaison est devenue un peu mauvaise, on vous entend moins bien. Je ne sais pas si vous êtes avec un portable et que vous avez bougé, mais on vous entendait mieux il y a quelques instants. Je me suis agitée un petit peu avec voilà. mes mains. Ah super, voilà, génial. Je vais la mettre dans ma poche. D'accord. Oui, ça passe mieux. Et donc en fait, on est dans le déni d'affirmer. Voilà. D'accord. On sait intérieurement, enfin moi personnellement, j'étais pas à un stade de le nier à moi-même. Je ne me niais pas à moi-même, si ça se dit. Oui. Mais vous finissiez, comme vous dites, ça m'est égal, je suis en train de faire le vide autour de moi, mais après tout, c'est comme ça. Personne ne voit rien. Je suis malheureuse, vous ne le voyez pas, allez vous faire foutre. Voilà, je suis un peu vulgaire, mais bon, en gros, c'était ça.
Et après un moment, quand même, il y a, voilà, on se dit c'est pas possible. Donc premier essai d'arrêt, ça fonctionne quelque temps. Donc j'ai fait plusieurs méthodes. Je me la joué comme l'arrêt du tabac, méthode par les alcooliques anonymes avec un parrain, méthode avec les traitements médicamenteux qui existent maintenant sur le marché. J'ai été même voir un centre d'alcoolologie dans une clinique, etc. Donc qui m'a proposé un traitement sans être hospitalisé, etc. Et en fait, tout ça ne m'a mené qu'à rechuter, toujours. Donc vous faisiez quoi, des arrêts de quelques mois et après vous rechutiez, c'est ça? Oui, complètement. Et puis consciemment, très consciemment. Ouais. Je veux dire, c'est pas de façon saugrenue que la bouteille arrive devant vous. Oui. Non, vous avez été la chercher. Et tout d'un coup, et à chaque fois, c'était et puis la barbe, tout ça m'ennuie, j'y arrive pas. Un peu comme la cigarette finalement. J'ai trop mal. J'ai trop mal, je souffre. Voilà, moi c'est je souffre, j'ai trop mal. Pour ma part, c'était ça, et je pense que pour beaucoup, c'est ça. Ouais. Et ça a été confirmé par tous les gens que j'ai croisés. Oui, c'est chercher un soulagement rapide. Oui, c'était trop douloureux. Et en fait, l'alcool a un effet physiologique sur le corps qui enlève les douleurs. Voilà. Ouais. Tout simplement. Il ne faut pas chercher plus loin. Je veux dire, ça anesthésie le cerveau, ça soulage les douleurs musculaires, ça soulage les crispations qu'on ressent au niveau du péricarde, du cœur, du muscle du cœur, de tout ça. C'est vraiment voilà. Oui, donc, ça soulage l'anxiété aussi. Oui. Complètement. Mais complètement. C'est un faux soulagement, mais c'est ce qu'on ressent. Puis après, de toute façon, on s'endort. Voilà. Mais par contre, ça vous désociabilise, ça vous éloigne de votre travail, ça vous éloigne de beaucoup de choses, en fait. Mais oui. Et puis après, ça vous éloigne aussi énormément de votre mari. Ouais. Donc, quand à 40 ans, votre mari vous quitte, vous n'avez pas d'enfant, vous n'avez rien, on se retrouve très mal. Donc, en fait, moi, c'est ça qui m'a sauvée. Ça a été un hyper mal, mais pour un super bien. C'est parce que, en fait, c'est là que j'ai plongé, mais alors d'une façon terrifiante, où j'ai vraiment touché le fond du fond. Heureusement, Noël a existé. Je me suis retrouvée chez mes parents pour le réveillon de Noël, la pauvre future divorcée de 40 ans qu'on récupère, etc. Et, vous n'aviez pas d'enfant, Annick, vous nous avez dit. Non, oui, d'accord. Non, toujours pas d'ailleurs. Mais tout s'explique. Mais comment dire, j'ai tellement touché le fond, je suis arrivée chez mes parents, c'est comme si mon corps, pour revenir à Loulou de tout à l'heure, je connais pas trop sa thérapie, mais en tout cas, je peux parler des effets du corps, c'est qu'arriver chez papa, maman, bébé a réagi et a tout lâché. Et donc, en fait, le moindre verre m'a à chaque fois posé en espèce de léthargie. Alors pas de coma éthylique parce que chez mes parents je n'ai pas bu autant que ce que je pouvais boire chez moi, mais franchement je me suis complètement effondrée et donc en fait j'ai touché en une semaine le fond du fond, quelque chose d'horrible que j'ai encore du mal à passer outre, mais bon ça c'est pas grave, j'ai une psy et j'irai retravailler avec elle. Mais bon voilà. Comment vos parents ont réagi à ce moment-là? Comment ils vous ont accueilli? J'avais toujours caché à mes parents ce phénomène de ma vie, parce qu'en fait, eux-mêmes, on avait souffert dans leur vie, parce que ils sont de 1935, ils ont 40 ans, donc ils sont âgés, et ils ont connu énormément de gens dans leur famille qui buvaient beaucoup, origine polonaise, etc., le Pas-de-Calais, alors je rentre dans le cliché, mais oui, les mines, etc., le refuge dans l'alcool, etc., existe réellement. Donc ça fait pas de nous dans le Nord des gens détraqués, mais beaucoup de gens qui boivent, c'est certain. Et plus dans la catégorie des Polonais, parce qu'en fait c'est aussi tradition familiale. Voilà, c'est on fête toujours avec un verre de vodka, de ceci, de cela. Donc en fait, au départ, ça paraît social, convivial, ouais.
Convivial, voilà. Oui, c'est ça. Et puis en fait, il y en a plus d'un qui ont sombré bien plus loin derrière, mais on se cache les yeux, hein, voilà, hop, on regarde pas, on dit c'est pas grave, il est plus fatigué que les autres, et puis voilà. Mais en fait, voilà, les choses s'instaurent comme ça, et puis moi j'ai eu des témoignages même de médecins qui m'ont dit que bah oui, quand ils ont eu une séparation dans leur vie, un divorce, etc., eux aussi, un verre, 2 verres, 3 verres le soir, enfin voilà, eux ont peut-être réussi à agir plus vite, moi pas, mais voilà, on tombe dedans. Voilà, c'est quelque chose qui c'est incontrôlable et de toute façon, c'est une maladie et reconnue par la Sécu. Parce que tous les frais inhérents à un soin d'alcoolisme est pris à 100%. Donc c'est réellement reconnu par la Sécu comme une maladie, mais on l'entend pas comme ça parce qu'on a l'impression qu'on est toujours fautif, parce que on est dans la honte et la culpabilité. Ouais. C'est ça qui fait que les gens se prennent pas en charge. Les gens viennent appuyer dessus. Oui, alors ça effectivement. Oui. Voilà. Ouais, on sait qu'il ne faut pas dire ça à un alcoolique. Ouais. Il n'y a pas grand-chose qui nous aide à nous relever. Vous racontez-nous comment. Donc vous avez touché le fond donc à ce Noël-là chez vos parents. C'était il y a combien de temps alors? Voilà. C'était pour Noël. Ce Noël-là, le Noël 2015. D'accord. Oui, c'est tout récent. Que je voulais le dire. Oui, bien sûr. Parce qu'en fait, ça a été. Donc là, il y a une prise de conscience de ça peut pas continuer. C'est ça en fait, quand mes parents m'en ont sorti, parce qu'en fait, moi, je n'ai rien vu. C'est-à-dire que j'ai tellement lâché prise chez eux que j'étais constamment dans un état second. Et c'est vraiment quelque chose que je n'ai pas eu la sensation d'avoir bu plus. Bon, eux, après, m'ont confirmé que je piquais dans la cave, je piquais partout. Enfin, il faut l'assumer comme un alcoolique qui va chercher partout ou qui va changer de magasin tous les jours pour aller chercher une bouteille pour pas être remarqué par la caissière, par honte d'être connu comme alcoolique, etc. Mais on se reconnaît entre nous, en fait. Mais les autres, si, moi, je les entends dans leur discours. Je sais pas trop bien, je dois acheter une bouteille pour un tel, je sais pas ce que je dois prendre, mais en fait c'est pour elle, mais c'est parce que pour se justifier, chaque personne se trouve devant le rayon d'alcool et au lieu d'agir simplement comme quelqu'un qui achète un apéro pour le soir, se justifie de ce qu'il achète, et c'est là l'alcoolisme, c'est toujours se justifier, c'est pas pour moi, c'est pour quelqu'un d'autre, etc. Et donc moi je n'ai rien vu, chez mes parents, il y a eu l'enfant qui était en moi a lâché cette prise du jugement, enfin je sais pas, enfin l'amour aidant des parents, je saurais pas expliquer, mais vraiment j'ai plongé, mais je vous dis en étant en léthargie complète pendant plusieurs jours, avec des différents phénomènes qui se sont passés, enfin je vous passerai les détails, mais où j'étais complètement, comme on dit, à l'ouest, où je n'entendais plus, je ne me suis inquiétée de rien, enfin voilà, j'étais vraiment complètement perdue. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vos parents vous ont emmené à l'hôpital? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Non, maman, elle a eu très peur, a juste appelé le médecin traitant de famille à qui elle pouvait parler, parce que elle a reconnu, après, comme elle dit, elle n'était pas idiote non plus, donc on n'apprend pas un singe à faire des vieilles grimaces. Donc, et c'est là que, le médecin est venu, et puis j'ai réussi à parler, et puis le traitement s'est mis en place. Au lieu d'aller en cure hospitalisée, mes parents ont voulu jouer le rôle de l'hospitalisation. Et donc, pendant 3 semaines, j'ai pas quitté la chambre. Ils se sont occupés de moi comme des vrais parents. Et puis, encore mieux que dans une clinique ou dans une quelconque cure où je connais très bien les hôpitaux pour y avoir travaillé, pour savoir comment ça se passe. Et donc, en fait, le fait d'être prise en charge par ses parents avait quelque chose de beaucoup plus doux. Vous pensez que c'est ça par rapport à toutes les... quelle différence c'est par rapport à toutes les tentatives qui n'ont pas fonctionné et vous en avez fait pas mal? L'amour, et puis, l'amour. Ouais. L'amour, le non-jugement. Parce qu'en fait, le non-jugement. Je pense plus parce que il y a plein de gens qui vous écoutent ce soir et qui se disent mais on aime, je sais pas, notre enfant, notre frère, enfin qui est alcoolique. Donc bon, l'amour, vous voyez, mais c'est le non-jugement. Voilà. Je pense que c'est très important.
Voilà, c'est ça. C'est arrêter de juger. Vous êtes sentie pas jugée. Voilà. Et ce médecin de famille, vous connaissez petite, enfin vous le connaissiez bien Non, du tout. Non, en du fait, tout. Parce D'accord. que j'ai un papa qui a beaucoup de soucis de santé, une maman aussi. Enfin, ils m'ont tout fait tous les deux, entre les cancers, les arrêts cardio, les pontages, etc. Ils m'ont tout fait. Et donc, en fait, j'ai toujours été très en contact avec lui. Parce que j'ai toujours été très carrée dans les moments d'urgence. Donc vous le connaissiez bien. Il me connaissait vraiment dans les moments très tac, 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 carrés, sur pouf, 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 il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Ok. Et puis, quand maman l'a appelé pour lui dire elle est en bas, là, elle en peut plus, il est tout de suite arrivé et savait très bien que j'étais très mal. Et lui-même, de toute façon, pouvait témoigner qu'il aurait pu aussi sombrer quand il avait divorcé. Voilà. Ah oui, donc, il vous a expliqué. Il y a une grande complicité qui s'est dit, c'est une grande compréhension aussi. Une compréhension, parce qu'on ne l'a pas toujours en face. Non. Même dans tous les corps soignants, moi j'ai eu différentes filles, mais on était devenues tellement amies qu'elle m'a dit on est trop copines pour que je t'aide dans ton alcoolisme. Donc voilà, c'était grillé. J'en ai rencontré une autre où elle était bien, mais je sais pas, il y a quelque chose qui s'était pas créé, et donc j'ai abandonné. Et par contre, après, j'en ai reconnu une autre qui a su me foutre des claques et puis qui était là pour avoir les mots justes. Et c'est elle qui m'a envoyée chez mes parents. Elle s'en est pas rendue compte, mais c'est elle qui m'a envoyée chez mes parents. À ces moments-là, à ces vacances de Noël. Voilà. D'accord. Donc, parce que je suis arrivée, j'étais alcoolisée forcément, et elle a dû bien le sentir, et aux deux sens du terme. Et donc voilà. Enfin, je veux dire, tout ça, ça a emmené. Enfin, c'est plein de petits trucs, mais il faut les prendre. Même quand on est alcoolisé, on entend les messages. Et donc les gens. Alors, je dis pas, je vais être crue et dure et cruelle peut-être. Il y a certains alcooliques qui vont être trop. Vous savez, enfin, ils sont trop dans la déchéance qu'ils ne savent plus entendre. Donc, c'est malheureusement les gens qui ne sont pas entourés et puis qui vont périr trop isolés. dedans. Trop isolés, trop dans la solitude. Je comprends. Voilà. Donc, je comprends. En fait, cela, et Annick, alors comme il nous reste 3 minutes, aujourd'hui, parce que donc votre couple à un moment donné s'est brisé. Alors aujourd'hui, voilà, je vais faire très simple et très rapide. Je m'en suis sortie donc grâce à mes parents. Mon mari, entre deux, continuait toujours à entretenir des liens parce que bon, on a des animaux en commun, etc. Une ferme. Donc bref, on était beaucoup en contact malgré tout, toujours par le téléphone. A vu mon éveil et mon réveil et ma sortie de cure, parce que je lui avais dit quand même que j'étais en cure, est revenu. Lui aussi a fait son travail de son côté après 6 mois de séparation. Nous vivons excessivement heureux, en harmonie, en paix. Moi soutenue maintenant, lui ayant compris. Des parents qui ont entendu et compris aussi ma souffrance et on en même le sourire aujourd'hui. C'est magnifique. Maman plaisante, me taquine en disant tu reprendras bien un petit verre. Vous ne touchez plus du tout à l'alcool, Annick. Souvent on dit il faut plus jamais y toucher, c'est le cas, comme la cigarette. Alors il faut, en fait, pour moi le problème est simple, c'est que je ne supporte plus, même l'odeur. Je sais l'odeur. servir. Voilà, je sais servir, je sais ouvrir une bouteille de vin, de ceci, de cela. Mais c'est fini pour vous. Invités. Mais pour moi, là, c'est. Mais alors, je sais que les anciens alcooliques me disent que plus tard on retrouve. Mais en fait, je vous dirais, j'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de fumer en même temps, puisqu'il faut il faut 72 heures pour que les récepteurs nicotiniques du corps s'éteignent. Donc forcément, 3 semaines enfermées. Vous imaginez bien qu'ils étaient éteints depuis longtemps. Donc en fait, tout s'est fait d'un seul coup. Donc en fait, c'est très dur physiquement parce que le corps met du temps à revenir, à dire pardon. Il était en manque. C'est le corps. Voilà, le corps, il dit beaucoup plus longtemps pardon parce qu'il a dit et encore. Moi, c'est que 3 ans, donc j'imagine les gens où ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais qu'ils y croient, c'est possible. Mais il faut trouver les bonnes personnes. Alors c'est quoi le conseil avec les quelques secondes qui nous restent Vous avez dit pas de jugement. Ne pas avoir peur de parler à ceux qui nous sont proches. Les vrais gens qui nous aiment et qui nous apprécient comprennent et entendent. Et ils ne jugeront pas. D'accord. Voilà. Donc... Et des fois, on est surpris. C'est pas forcément ce qu'on croyait. Ah oui.
tout ce que j'aurais à dire. Ouais. C'est des fois quelqu'un d'un peu plus éloigné, plus lointain, on ne sait pas, et pourtant qui est là et qui tend la main. Et qui est là. Mais il faut en parler et il ne faut pas en avoir honte. Il faut se débarrasser de cette putain de honte. Merci Annick pour votre très beau témoignage. Merci à vous et courage et tenez bon. Et merci encore pour ce très beau témoignage. Il est 1h, vous écoutez Europe 1. Belle nuit, on se retrouve demain soir, 23h dans la libre antenne et je vous laisse en compagnie de Nikos Aliagas avec Sortez du cadre. Bonne nuit.